Et voilà, bonjour à tous, chers amis, messieurs les sénateurs, monsieur notre invité, monsieur Philippe Boucly, et ceux qui vous accompagnent. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Sénat. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés pour arriver. On n'a pas pu enlever les poubelles, vous avez pu remarquer pour le moment. Peut-être que le roi Charles, quand il arrivera lundi, les choses seront, j'en doute un peu. Hein, voilà, mais... Bien, écoutez, voilà, j'ai l'honneur de représenter le président de Vinas qui malheureusement est absent aujourd'hui et n'a pas pu être ici pour votre audition. Aux côtés de notre rapporteur, voilà, je vais donc vous dire quelques mots d'introduction. Nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques également durables, hydrogène vert, par l'audition donc de vous, monsieur le président Boucly, président de France Hydrogène. Monsieur Boucly est accompagné de madame Christelle Verquin, déléguée générale de France Hydrogène, de monsieur Simon Pujot, responsable des relations institutionnelles. Je rappelle que cette réunion est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel elle pourra ensuite être consultée en vidéo, bien sûr, à la demande de celui qui le désire. Monsieur le Président Boucly, au cours de votre carrière, vous avez occupé de nombreuses fonctions dans la filière gaz. Vous avez en particulier été directeur de GRT Gaz, et c'est sous votre mandat que l'entreprise a pris le virage des gaz renouvelables, et en particulier de l'hydrogène. Je rappelle que nous avons fait ici, l'année dernière, un rapport sur la méthanisation et le développement de la méthanisation. Je sais si nous avions anticipé les choses avant les conflits, non, c'était même en 2021, avant même qu'il y ait les conflits en Europe centrale. Depuis décembre 2017, vous êtes le président de France Hydrogène, ex-Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. France Hydrogène regroupe à ce jour plus de 450 membres et fédère l'ensemble des acteurs de la filière française de l'hydrogène. Monsieur Boucly, notre mission d'information comprend des membres issus de différentes commissions qui représentent l'ensemble des groupes politiques du Sénat. Avec mes collègues, nous sommes convaincus de l'enjeu que représente le développement des filières de biocarburants, de carburants synthétiques durables et d'hydrogène vert, tant pour la capacité de la France et de l'Union européenne à atteindre l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 que pour notre souveraineté et la compétitivité de notre économie. La notion d'hydrogène vert fait l'objet de nombreuses discussions au niveau de l'Union européenne. Je pense que vous l'évoquerez et vous pourrez nous préciser les différentes nuances d'hydrogène. Nous serons également heureux d'entendre votre vision du rôle de l'hydrogène dans la décarbonation des transports. Sera-t-il réservé à la mobilité lourde ou peut-il jouer un rôle beaucoup plus large ? Notre rapporteur, M. Vincent Capo-Canella, vous a adressé un questionnaire assez réduit de 21 questions. Voilà, il est évident que si vous ne pouvez pas, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes ces questions, vous pourrez toujours de toute façon les compléter par des écrits que vous pourrez envoyer ici à nos services. Voilà, ces questionnaires peuvent vous servir de guide, mais sentez-vous libre dans vos propos introductifs, bien évidemment. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteur, puis à l'ensemble de mes collègues ici présents, afin qu'ils puissent vous relancer et vous poser un certain nombre de bonnes questions. Vous pourrez nous transmettre également ultérieurement des réponses écrites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vous cède donc, Monsieur Boucly, la parole. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Nous sommes là pour faire en sorte que la filière hydrogène soit bien comprise ici au Sénat et que nous puissions, Monsieur le rapporteur, avoir les bonnes réponses aux questions que nous nous posons. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Cuypers. Merci, messieurs, de nous recevoir pour faire un peu le point sur la filière hydrogène en matière de biocarburants, carburants synthétiques et plus généralement décarbonation de la mobilité
Alors, je ne rappellerai pas que la stratégie française de l'hydrogène, c'est 3 axes, 3 piliers fondamentaux: décarboner l'industrie lourde, décarboner la mobilité lourde ou intensive, et maintenir un haut niveau d'excellence, et notamment par un programme prioritaire de recherche. Alors, ce que nous nous sommes efforcés de faire en 2022, c'est de collecter l'ensemble des projets qui sont dans les cartons des porteurs de projets en France. C'est plus de 250 projets que nous avons réunis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement au niveau de l'industrie, ça dépasse largement ce que nous avions anticipé, c'est-à-dire 815 000 tonnes, au-delà des 600 000 que nous avions anticipé. Et sur ces 815 000 tonnes, c'est 425 000 tonnes de molécules de synthèse. C'est par exemple du e-méthanol pour 205 000 tonnes, des électrocarburants pour 165 000 tonnes, et d'autres carburants comme du méthane de synthèse pour 55 000 tonnes. J'y reviendrai après sur certains projets emblématiques qui sont déjà bien avancés. Aucune décision finale d'investissement n'est prise, mais qui sont déjà bien avancés. Et si à ces 425 000 tonnes, on ajoute 260 000 tonnes de mobilité à hydrogène, toujours collecté par cette collecte réalisée en 2022, on voit que la mobilité, sur le million de tonnes de projets, la mobilité est largement majoritaire. Alors justement, je vais rentrer plus en détail sur la mobilité. Et en particulier, signaler également qu'au-delà de cette étude, cette collecte des projets, nous avons également réalisé avec la PFA, avec la plateforme automobile, en 2022 également, et avec l'aide de l'IRT Systemix, une étude d'optimisation d'une structure de recharge pour véhicules. Véhicules utilitaires légers, toujours en ligne avec la stratégie nationale, donc véhicules utilitaires légers et poids lourds. Et on arrive ainsi, alors je pourrais revenir sur les chiffres si vous le souhaitez, mais on arrive ainsi à l'horizon 2030 à 920 stations, à la fois pour alimenter, recharger des véhicules utilitaires légers et pour recharger des poids lourds. Alors maintenant, je vais rentrer plus en détail dans les différentes catégories de mobilité. Pour les véhicules utilitaires légers, c'est un parc de près de 7 millions de véhicules utilitaires légers qui tournent actuellement en France. Plus exactement, c'est 6,6 millions. Et dans ce parc, on constate que plus de 25% font plus de 250 km par jour. Et donc, les véhicules utilitaires à batterie, alors on nous dit que certains ont une autonomie qui va jusqu'à 250 km, mais enfin c'est un peu la limite. Et pour le recharger, il faut, enfin, sauf si vous avez une charge ultra rapide, il vous faut plusieurs heures. En revanche, pour le véhicule utilitaire à hydrogène, vous avez largement plus de 400 km d'autonomie et vous faites le plein entre 5 et 10 minutes. Donc là, nous sommes fondés, et c'est ce qui a servi également d'hypothèse pour l'étude d'infrastructure dont je parlais, nous sommes fondés sur les hypothèses du WAPO. WAPO, c'est donc une étude prospective, voilà, je vous fais grâce des mots anglais. Enfin, c'est une étude prospective menée avec et pour la filière française de l'automobile, qui estime qu'à l'horizon 2030, on devrait avoir 240 000 véhicules utilitaires légers à hydrogène. Donc 240 000 sur un parc, je rappelle, 6,6 millions. Et à 2040, ils ont des projections jusqu'à 2040, c'est 760 000 véhicules, c'est-à-dire on est à peu près à 10% du parc. Tout ça pour replacer donc le véhicule utilitaire léger à hydrogène dans l'ensemble du panorama de la mobilité utile, je dirais, des véhicules utilitaires légers français. J'ajouterai à cela que nous avons quand même la chance en France d'avoir 2 champions de la construction des véhicules utilitaires légers, à la fois Stellantis avec sa gamme Jumpy, Expert, Vivaro, véhicule qu'il va construire en France à Ordin, dans le Nord, et également Ayvia, donc cette filiale entre Renault et Plug Power,
qui va faire des masters, enfin une déclinaison sous trois formes, je dirais, pour justement alimenter ce marché des véhicules utilitaires légers. Et enfin, dans le cadre du projet important, enfin, vous savez que l'hydrogène a été installé, je dirais, enfin, est considéré comme un projet important d'intérêt européen commun. Et donc il y a un certain nombre de vagues, ça permet de débloquer les aides d'État pour les champions que les États veulent soutenir. La première vague qui est sur les briques technologiques, électrolyseurs, réservoirs, piles à combustible, a donné largement un avantage à la France, puisque sur les 41 projets retenus de cette première vague, 10 sont français. C'est des fabricants d'électrolyseurs, les 4 fabricants d'électrolyseurs, c'est des fabricants de piles, 2 fabricants de piles, Symbio et Lyon, des fabricants de réservoirs, Plasticomium, Forestia, et puis également Arkema qui travaille sur les membranes, et Aivia que j'ai déjà cité. Donc voilà ce que je voulais dire sur les véhicules utilitaires légers. Sur les camions, nous avons produit, France Hydrogène a produit en février 2022 un livre blanc sur les camions. Là, dans l'étude dont je parlais, donc toujours le WAPO, nous avons considéré 8500 camions à l'horizon 2030, 51 000 à l'horizon 2035, 90 000 à l'horizon 2040. 8500, c'est 1,4% du parc. Et à 2040, c'est 15% du parc. Alors, il est clair que si le camion fait de faibles distances, c'est-à-dire moins de 50 000 km par an, la batterie fera le job, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, dès que vous allez avoir plus de 80 000 à 100 000 km par an pour la gamme 16 tonnes, 32 tonnes, et plus de 140 000 km par an pour la gamme 32-44 tonnes, l'hydrogène s'impose naturellement. Simplement quelques chiffres. Si, pour un 44 tonnes, si vous voulez lui donner 500 km d'autonomie, il vous faut une batterie, l'ensemble batterie, c'est 3 tonnes 6. Si vous le rechargez avec une prise de 50 kW, qui est déjà pas petit, mais il vous faut 13 heures. 100 kW, 7 heures, et 350 kW, 2 heures. Si vous passez à l'hydrogène, ce n'est pas 3 tonnes 6, mais c'est 1 tonne 8, donc la moitié. Donc vous gagnez 1 tonne 8 de charge utile, et vous ne perdez pas beaucoup par rapport au diesel, puisque le diesel fait à peu près 1 tonne, hein, donc vous perdez 800 kg. Et vous avez donc cette autonomie, ça c'est l'hypothèse, et vous rechargez en 15 à 20 minutes. Donc d'un côté, minimum 2 heures avec une prise de 350 kW, ce qui n'est pas donné, ce qui n'existe pas encore beaucoup actuellement, et de l'autre côté, 15 à 20 minutes. Donc là, je dirais, le maître mot dans ces questions-là, c'est surtout ne pas être dogmatique, et ça dépend fondamentalement des cas d'usage, et surtout ne pas s'arrêter strictement au rendement, mais regarder les questions d'autonomie, regarder les questions de disponibilité. Si les pompiers ou la police adoptent un master, il va falloir qu'ils soient sûrs de faire le trajet, et donc ça sera quand même plus simple d'être rechargé à l'hydrogène plutôt qu'à la batterie. Cette disponibilité permanente. Et puis s'interroger aussi sur les matériaux critiques. Il y aura quand même beaucoup plus de matériaux critiques dans des camions à batterie plutôt que dans des camions à hydrogène. Donc, cas d'usage, et ne pas s'arrêter au rendement seul. C'est si vrai qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui souhaitent passer rapidement à l'hydrogène. Alors, les constructeurs de camions ne se bousculent pas pour faire leur camion hydrogène, je dois en convenir. Et en revanche, vous avez tout le rétrofit, et il y a une coalition rétrofit qui s'est constituée, à la fois d'énergéticiens, d'équipementiers, Forestia, Plasticomium, de chargeurs, de transporteurs et de clients,
clients qui veulent notamment assurer un transport propre à leurs marchandises. Donc, et vous avez un certain nombre de sociétés, de start-up qui se montent actuellement. On va les appeler d'un mot nouveau rétrofitteurs, enfin des spécialisés dans le rétrofit. Donc ils vous démontent l'ensemble de la partie gasoil ou essence et ils vous mettent à la place pile à combustible, réservoir. Il faut encore sûrement une petite batterie, mais en tout cas, ils passent à l'hydrogène. On a quelques membres de l'association qui font ce travail. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur les camions. Sur le transport maritime, là, il faut saluer le travail du cluster maritime français et puis également du CSF mer, où je note notamment la volonté pour le comité stratégique de filière d'augmenter le soutage en France, qui actuellement, je crois qu'il y a un bateau sur, enfin, disons, un cinquième du soutage se fait en France, et le souhait d'augmenter ce soutage. La question qui se pose, et il n'y a pas encore de réponse définitive sur ce point, c'est quel combustible. Le méthanol en est un parmi d'autres, mais il y a eu un moment, un engouement, si j'ose dire, pour l'ammoniac. On a perçu un peu la toxicité, on a mieux apprécié la toxicité de l'ammoniac et ça risque enfin, ça perd un peu d'intérêt pour l'instant. Quant à l'hydrogène liquide, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup plus de place que les carburants actuels. Quant au mode de propulsion lui-même, est-ce que c'est une pile à combustible? Est-ce que c'est un moteur à combustion alimenté par ces carburants de synthèse? C'est encore à réflexion. Ce qui semble se dégager quand même, c'est que pour les petites puissances, c'est-à-dire jusqu'à 2 MW, c'est-à-dire bateau de pêche, bateau de service pour l'éolien offshore, la pile à combustible devrait convenir. Pour les plus grosses puissances, ça sera probablement un moteur à combustion interne. Et pour l'instant, le méthanol semble tenir la corde. Je me réfère en disant ça aux commandes que Merckx vient de passer et CMA, CGM lui emboîtent le pas. Donc... Et donc, je rappelle donc, ces chiffres que j'ai cités en début de ma présentation. Dans cette collecte de projets à 2030, c'est 205 000 tonnes d'hydrogène qui devraient aller à la production de méthanol, qui devrait donc aboutir, compte tenu des ratios, à peu près 1 million de tonnes de méthanol à cet horizon. On a quelques sociétés qui se positionnent pour faire ce méthanol. La société H2V, par exemple, la société Elise, Engie également. S'agissant de l'aérien, là aussi les choses, il y a un spécialiste parmi vous, donc je ne vais pas m'aventurer trop loin. Mais en tout cas, ce qui semble se décider, c'est que pour les petits avions et très courtes distances, la batterie, il y aura des avions à batterie. Par contre, pour le moyen courrier, l'hydrogène semble convenir. Le long courrier serait plutôt des carburants de synthèse qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuels, les SAF ou les CAD en français, les carburants d'aviation durables. Donc là, également dans cette étude, nous avions collecté 165 000 tonnes. Donc là, simplement pour dire que les choses se mettent en place. Alors en conclusion, je vois que le temps m'est compté. En conclusion, je voudrais dire que, il faudrait... Il faut bien tenir compte des synergies, c'est-à-dire que le développement de carburants de synthèse va faire un appel, par exemple, d'un certain nombre d'équipements et notamment d'électrolyseurs, et par conséquent, ça va, disons, contribuer à la massification et par conséquent réduire les coûts. Donc, il faudra bien tenir compte de cette synergie entre mobilité et industrie. Les choses ne sont pas séparées. Deuxième point, très général, il faut accélérer sur l'énergie. Ça paraît évident. On n'aura jamais trop d'énergie
renouvelable ou bas carbone. Et là, ça m'amène sur je dirais, le combat parce que c'est un combat qu'on mène actuellement à Bruxelles pour faire reconnaître l'hydrogène bas carbone dans l'atteinte des cibles de décarbonation, que ce soit du transport ou de l'industrie. Bon, là, on se heurte vraiment à un mur idéologique qui semble... des progrès ont été faits, mais ce n'est pas encore gagné. Dans le même ordre d'idées, qui dit carburant de synthèse, il faut de l'hydrogène propre, renouvelable ou bas carbone, mais il faut aussi du gaz carbonique. Enfin, il faut du carbone. Et ce carbone, il faut qu'il soit biogénique, sinon on n'a pas gagné grand-chose, sauf pour ce que nous appelons le carbone inévitable. C'est notamment le carbone issu des cimenteries ou de la fabrication de la chaux. Et je rappelle quand même que sur les 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, 24 sont soit des cimenteries, soit des fours à chaux. Donc il y a un sujet là. Alors des projets, notamment la société, le cimentier Vicat avec Aynamix, la filiale hydrogène d'EDF, avait un gros projet de production, je dis avait parce que avait un gros projet de production de méthanol à partir de gaz carbonique capté sur la cheminée de la cimenterie. Ceci étant, l'acte délégué publié le 13 février bloque, je dirais, à 2040 l'utilisation de ce gaz carbonique industriel. Et donc, ce qui a conduit Vicat et Aynamix à redimensionner le projet à la baisse de façon à ne prendre en compte que le gaz carbonique biogénique issu de la biomasse qui sert de combustible à la cimenterie. Donc, au lieu de faire 200 000 tonnes, comme c'était prévu initialement, avec 330 mégawatts d'électrolyse, il ne prévoit plus que d'en faire 120 000 tonnes, donc 80 000 tonnes de moins, avec 200 mégawatts d'électrolyse. Donc là, je dirais, et ça m'amène également à une troisième remarque, c'est qu'il faudra bien prendre en compte, bien prendre garde que les règles sont les mêmes pour tous et au niveau mondial, pour dire en bon français, un fair level playing field, enfin un terrain de jeu égal pour tous. Et là également, si vous voyez les règles adoptées pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça touche un certain nombre de produits, dont l'hydrogène, mais pas ses dérivés. Et donc pas le méthanol ou les carburants de synthèse qui pourraient être faits avec l'hydrogène. Sur le plan français, et je terminerai par cela, vous savez que donc, la révision de la stratégie est en cours. Là, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument qu'on marche sur deux jambes, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas privilégier la décarbonation au détriment de la mobilité ou de la réindustrialisation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se contente, entre guillemets, de décarboner un certain nombre de sites industriels ou de certains bassins et de laisser de côté tout ce qui concerne la mobilité sur les grands axes, et dans le cadre de ce que j'ai dit, c'est-à-dire mobilité lourde ou intensive, parce qu'on a ces champions qui sont capables de faire des véhicules utilitaires légers, parce qu'on a ce mouvement qui veut des poids lourds propres, parce qu'il y a tout un tissu industriel de fabrication de réservoirs, fabrication de piles à combustible, fabrication d'électrolyseurs qui est motivé et qui a déjà été financé dans le cadre de l'IPCEI, de ce projet important d'intérêt européen commun. Donc bien, ces deux jambes, c'est décarbonation et réindustrialisation. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu dépassé mon temps, je vous prie de m'en excuser. Non, c'est passionnant parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien dit, tellement il y a de choses à dire. En tout cas, nous attendons, quand je vois le questionnaire qui a été évoqué. Juste une première approche, vous n'avez pas parlé du tout des coûts. Vous avez parlé des différentes énergies. Est-ce que vous avez un élément qui nous permettrait de comparer tous les coûts énergie par énergie, voire même des coûts comparés par rapport aux énergies fossiles aujourd'hui? Ça dépend. Oui. Pardon.
Ça dépend de quel secteur il s'agit, ça dépend à quoi ça s'applique. C'est-à-dire que la fabrication de l'hydrogène et les coûts associés, il faut prendre en compte toute la logistique de transport et de distribution. Et donc, on n'aura pas un même coût à la pompe. Évidemment, si ça, c'est juste pour l'hydrogène direct. Dans la mobilité, après, les coûts de production et de transformation associés aux molécules de synthèse sont... Enfin, il existe, je crois, pour le e-kérosène... des éléments. Je crois que c'est quand même significativement plus onéreux, évidemment, mais on n'a pas de coût à donner là de but en blanc. Enfin, ça ne s'applique pas comme ça aussi simplement. Ce que j'entends, c'est 4 à 5 fois micro. Ce que j'entends, c'est 4 à 5 fois plus cher, mais je ne fais que répéter ce que j'entends. Ça demanderait à être confirmé. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Boucli, merci d'abord de votre exposé. Vous avez plaider tous les atouts de la filière hydrogène et pour avoir regardé notamment votre site, je veux d'abord vous remercier parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de vulgarisation et au-delà qui font que vous arrivez à rendre des éléments techniques compliqués à peu près intelligibles. Donc c'est déjà un point majeur parce qu'on est dans un domaine évidemment de haute technologie. Je voudrais quand même vous interroger au-delà de tout ce que vous avez dit de positif sur la filière, et c'est votre rôle, un peu sur les limites. Parce que il n'y a pas que l'hydrogène. Notre mission d'information, le Président l'a rappelé, porte sur d'autres vecteurs et d'autres carburants également, qui sont aussi des carburants verts. Mais d'abord, comment rendre cet hydrogène véritablement vert? Bon, vous avez parlé notamment de l'électrolyse. Il y a un certain nombre d'éléments techniques. Et c'est un élément majeur que de bien situer les choses techniquement. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les règles du jeu sont claires? Donc sur les sources, sur le procédé, vous avez abordé un certain nombre de couples potentiels avec tout ce qui concerne la mobilité. J'ai noté les véhicules utilitaires légers, les camions, bon, le maritime, l'aérien. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre de points qui feraient que l'hydrogène serait moins à développer que d'autres vecteurs? Par exemple, vous avez abordé la question des poids lourds en donnant des chiffres qui sont d'aller vers 15% du parc pour 2040. Nous avons auditionné un certain nombre d'intervenants. Pas continuer, hein. On va continuer, pardon, on n'a pas fini, mais on a parfois entendu qu'en matière de mobilité et de poids lourds, la filière prenait d'autres options. Vous-même, vous avez dit, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, les constructeurs de poids lourds ne se bousculent pas. Donc voilà, quelles sont les limites pour vous du développement de la filière? Quels sont les points qu'il faut privilégier? Est-ce que vous pouvez un peu hiérarchiser tout ça? Et notamment, on va vers la révision de la stratégie nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un recentrage vers plutôt l'industrie? Vous avez beaucoup parlé de mobilité, mais ce que nous avons entendu d'un certain nombre d'interlocuteurs qui sont venus devant cette mission, c'est quand même plutôt que, compte tenu d'un certain nombre d'éléments techniques, parfois d'ailleurs aussi question sur les enjeux de sécurité pour la mobilité. Il y a un rapport qui a été publié il y a quelques mois de ça déjà par l'Inspection générale du développement durable et le commissariat général au développement durable également sur ce sujet-là. Mais est-ce que sur la partie mobilité légère ou poids lourd, la question de la sécurité ne peut pas être une limite? La stratégie de l'État, vous l'avez abordée, c'est souvent les appels à projets. Est-ce que ça vous paraît une bonne manière de procéder? Au début, peut-être, pour faire émerger un certain nombre d'acteurs, pour regarder, faire vivre les solutions technologiques, mais à quel moment est-ce qu'on va resserrer un peu la focale et avoir une stratégie peut-être plus affirmée avec des choix à l'intérieur? Puis enfin, après je laisserai la parole à mes collègues, mais on entend parler de déploiement de production d'hydrogène en tâche de léopard. Alors vous y avez quelque part allusion en disant qu'on avait souvent une logique qui concernait la production auprès des sites industriels et donc en fonction des besoins des territoires. Mais on nous vend un peu cette idée de tâche de léopard en nous disant finalement on va peut-être ou peut-être pas mettre en réseau un jour ces sites de production. Est-ce que c'est la bonne
la bonne technique de votre point de vue? On a encore entendu ça assez récemment. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Je sais pas. J'ai 2 heures, hein, c'est bien ça. Non, ce que j'ai évoqué, ou décrit plutôt qu'évoqué, c'est-à-dire véhicules utilitaires légers, poids lourds maritimes et aériens, me semble être sont les options sans regret sur lesquelles l'hydrogène doit être employé. Donc on n'est pas pour la voiture de monsieur et madame tout le monde à l'hydrogène, et donc ça c'est pas du tout le sujet. Et j'ai même dit que pour le poids lourd, ça dépend du cas d'usage. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut se garder de ceux qui arrivent en disant on a la solution pour tout et ça va répondre à tous vos besoins. C'est ce que j'ai dit et je le répète, se garder de toute position dogmatique et bien regarder le cas d'usage. Les cas d'usage en termes de disponibilité, en termes de temps de recharge. Si l'artisan qui aura demain à rentrer dans une zone à faible émission, s'il attend toute la nuit de recharger, il prend une voiture à batterie et il sera très content, il n'y a pas de souci. Mais je vous ai donné les chiffres pour un poids lourd de 44 tonnes à qui voulait faire 500 km, ça va prendre un peu de temps. Donc, et tant mieux si vous êtes le premier sur la borne. Si vous êtes le deuxième, ça va déjà, vous allez avoir du temps pour manger votre sandwich. Les limites de développement de la filière, ce n'est pas des limites, mais je répète, il faut accélérer sur le développement des énergies décarbonées, c'est-à-dire à la fois l'électricité renouvelable ou bas carbone. Donc c'est les travaux que vous avez menés, loi d'accélération sur les renouvelables, loi d'accélération sur le nucléaire, donc ça c'est... Et de façon, enfin si on parle des énergies elles-mêmes, biomasse et puis électricité. S'agissant de la révision, j'apprécie votre question sur la révision de la stratégie nationale. C'est une crainte que nous avons, c'est ce que j'ai dit en conclusion, une crainte que nous avons qu'on se contente, entre guillemets, je remets les guillemets, de décarboner un certain nombre de sites, voire de bassins, au détriment de l'ensemble du territoire. Alors, je sais bien que les bassins concentrent une bonne partie de la production d'hydrogène et des besoins d'hydrogène, mais il y a quand même cette mobilité dont j'ai parlé, mobilité qui concerne, alors j'ai parlé des poids lourds, le parc français, mais il faut voir aussi que les autres, les Allemands, les Néerlandais vont aussi se mettre au camion à hydrogène et ils auront besoin d'aller chercher des légumes et des fruits en Espagne et il faudra bien qu'ils rechargent. Donc il y a aussi, dans les modèles et dans les hypothèses adoptées par Systemix, l'IRT qui nous a fait l'étude, il y a la prise en compte effectivement d'un transit de camions étrangers sur le territoire français. Moi, ce que je crains, c'est que si on se contente, encore une fois entre guillemets, de décarboner les grands sites, on va se retrouver dans 2 ou 3 ans avec une invasion de véhicules qui viendront de Chine, d'Allemagne ou d'ailleurs, et on se réveillera, alors qu'on a à la fois ces champions, je suis désolé, mais si vous cherchez un véhicule utilitaire léger actuellement à l'hydrogène, vous n'aurez que Stellantis et Renault. Et on a ces fabricants de composants, on a Blasticomium, Forestia, on a Symbio, on a Elion, qui sont tous prêts à produire massivement leurs produits. Alors, s'agissant de... Est-ce que le modèle le soutien pour l'instant s'est fait effectivement essentiellement avec les appels à projets de l'ADEME. C'est 46 projets qui ont été soutenus pour un montant total de 320 millions sur un investissement total de 1,2 milliard.
effectivement, les projets sont plutôt étaient plutôt de petite taille. Ça a bien été perçu et reçu par l'ADEME, qui, dans son nouvel appel à projet, va relever le seuil. Je ne sais plus si c'est 20 ou 30 mégawatts. C'est 20 mégawatts 20 ou 30? Non, dans les appels à projet ECOSI, c'est 2 mégawatts. Prenez le micro il vous faut parler dans le micro si vous intervenez, avec l'autorisation du président, parce que sinon on ne vous entend pas. Dans les appels à projets écosystèmes territoriaux de l'ADEME, dans le cahier des charges, c'est 2 mégawatts. Et sur le mécanisme de soutien à la production, mais qui est également une limite au sens où on attend toujours la mise en œuvre, on est sur un cahier des charges avec plutôt 30 mégawatts d'électrolyse. Alors, quant au développement en tâche de léopard, j'aime bien l'image, c'est effectivement, mais comment se développer le gaz naturel en France? Chaque ville avait son usine à gaz, son réseau, puis à un moment, on a interconnecté ces différents réseaux. J'imagine que pour l'hydrogène, ça va se passer de la même façon. Et dès que vous avez, là aussi, il ne faut pas être dogmatique, il y a déjà... Regardez ce que fait GRTgaz, que ce soit dans le sud, avec Inframed, ou dans la région, dans le nord, quasiment entre Valenciennes et Dunkerque. Ils font des appels à manifestation d'intérêt. Les clients potentiels répondent plutôt positivement. Et ensuite, là, ils vont entamer une phase un peu plus engageante, où il va falloir que les clients potentiels contribuent à une étude pour voir une étude de faisabilité, pour voir dans quelle mesure un réseau s'installe. Mais dès que vous allez avoir des quantités encore plus importantes, là, ça va, par exemple, Inframed, ça se place bien puisque vous avez un gros pôle de consommation d'hydrogène. Donc c'est la région de Fos-Marseille, donc un gros pôle de consommation avec raffinerie, sidérurgie, chimie. Et vous avez un stockage à proximité à Manosque, à une centaine de kilomètres, donc ça se place bien. Mais dès que vous allez avoir par exemple à Dunkerque, si un industriel qui veut de l'hydrogène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il va falloir assurer cette continuité de fourniture et donc être lié à des stockages souterrains. Et donc vous allez très vite avoir besoin d'une infrastructure. Donc, alors... L'alternative, c'est effectivement d'amener l'électricité par des câbles. C'est le dialogue ou le débat, ça dépend à quel niveau d'intensité on se parle, entre donc amener l'énergie sous forme d'électricité ou l'amener sous forme de gaz. Demander à RTE la file d'attente et le temps pour raccorder, pour amener l'énergie à tel ou tel site. Là, pour l'instant, ils regardent, par exemple, sur Fos, amener 1 gigawatt. Le besoin de la zone, c'est 5 gigawatts. Donc, il peut être éventuellement intéressant, et évidemment, RTE et GRTgaz s'y emploient, de regarder s'il n'est pas plus intéressant de faire l'hydrogène à côté d'une centrale nucléaire, par exemple, au hasard, enfin, à côté d'un site de production d'électricité, et d'amener l'hydrogène gazeux sur Fos, plutôt que d'amener un câble qui amène l'électricité et qui transporte les pertes de l'électrolyseur pour faire l'hydrogène à Fos. Donc c'est ce débat. Mais là aussi, il ne faut pas être dogmatique. Tout va être possible. Ça dépend au cas par cas de regarder les situations. Est-ce que, chers collègues, vous avez des questions à poser? Je pense le sénateur de la Marne. Dans la Marne, je suis touché, heureusement touché, voilà, par le groupe de Vitry-François, Hofner. Monsieur René-Paul Savary. Et donc, effectivement, c'est un peu les raisonnements que j'ai entendus là-bas. Hein, c'est la même approche. Mais j'ai l'impression que ça avance pas vite. On est toujours impatient, hein, vous nous en excusez. Mais on a l'impression que ça avance pas vite, non? C'est une idée? Je pense qu'on est au moins aussi impatient, si ce n'est plus que vous. Qu'est-ce qu'on constate dans cette étude, dans cette collecte de l'an dernier? On a 70% des projets donc 250 projets collectés. 250 projets collectés, plutôt des petits projets, donc 70% sont à moins de 2 mégawatts, et 24 projets concentrent 80% des usages. Donc besoin de massifier. Mais en revanche, on voit qu'il y a très peu de décisions finales d'investissement. J'en viens à votre impatience.
Pourquoi il n'y a pas de décision finale d'investissement? Vous n'avez pas disons, le cadre financier de soutien n'est pas terminé, n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il y a eu une aide à tout ce qui est amont, donc les IPC, c'est très bien. Donc le financement de Gigafactory, j'y reviens pas, c'est les 10 projets que j'ai rapidement esquissés. Il est question d'un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène, donc pour combler la différence entre, je dirais, de l'hydrogène vertueux et de l'hydrogène gris, on va dire ça comme ça. Mais ce mécanisme a été notifié à Bruxelles, mais il n'y a pas de retour à ce jour. On vous parle d'une banque de l'hydrogène à Bruxelles. Les prémices, l'annonce a été faite la semaine dernière. Les premiers appels d'offres vont être lancés à l'automne. Quant au plan institutionnel, vous m'avez interrogé sur l'hydrogène vert. De toute façon, nous, on n'aime pas parler couleurs, hein, mais c'est la question, le bas carbone ou le renouvelable. On ne sait toujours pas si c'est la question. Les actes délégués, le CO2 industriel, ça a amené Vicat à revoir son projet et c'est sorti le 13 février. Donc, vous voyez, le cadre n'est pas encore parfait. Donc, tout ça pour dire qu'en France, c'est pareil, la garantie d'origine, garantie de traçabilité, ce n'est pas sorti. Est-ce que dans la Tiruert, est-ce que l'hydrogène bas carbone sera pris en compte, mais seulement en début d'année prochaine? Si vous voyez, il y a toute une foule de textes sur le plan institutionnel qui ne sont pas sortis. Donc, quand vous êtes porteur de projet, vous ne savez pas comment vous êtes soutenu et vous ne savez pas dans quel cas vous travaillez. Vous ne prenez pas de décision. Par rapport à d'autres pays, on investit pas autant. Non, il n'y a pas de complexe à faire. Il n'y a pas de complexe à faire. 9 milliards, je crois. Plus que, au moins 9 milliards. En fait, lors du lancement, le gouvernement a dit on met 7 milliards d'euros. Ensuite, le président Macron, lorsqu'il a lancé en octobre 2021 France 2030, il a rajouté 1,9 milliard. À ça s'ajoute le CORAM, le CORAC, l'aviation civile, le CORAM pour la mobilité. Également, c'est également dans France. Oui, donc on est déjà à peu près à 10 milliards. Donc non, il n'y a pas de, je dirais. Ce qu'on peut regretter néanmoins, c'est qu'on favorise beaucoup l'amont et pas suffisamment l'aval, et notamment les utilisations et les usages. Et je reviens aux véhicules utilitaires légers. Un véhicule utilitaire léger de Stellantis, c'est au moins de 100 000 €, donc beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique. Et l'écart, malgré les bonus, le reste à charge reste élevé. Encore, ouais. Et donc, ça va être une difficulté pour décoller. Okay. Paul. Encore un point, mais alors là, pardonnez si je dis une bourde. Hein. En molécules de carburant de synthèse, il y a l'isobutène. Ça a à revoir avec vous ou non? Non, c'est complètement différent que les principes. Ok, d'accord. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Non, on parle. D'accord. On va féliciter déjà René-Paul Savary parce qu'il a réussi à coller Monsieur le Président, qui est polytechnicien et ingénieur des mines. Donc, et il est médecin et sénateur. Ça rejoint peut-être une question que... Je suis d'un département où il y a un pôle de compétitivité autour de la bioéconomie. Donc on s'est transformé notamment les betteraves ou le blé, c'est comme ça qu'on a fait les premiers fermenteurs, etc. Et donc, comme président de département, je me suis pas mal investi à l'époque dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que j'écoute toujours, mais avec plus de distance maintenant. Je suis beaucoup plus prudent dans mes propos. Non, mais tu as raison avec le pôle de compétitivité, qui a été monté là-bas, on cherche le nom, à Bazancourt, oui. Ouais. Mais pour revenir à la société de Vitry-François, la Hafner et le procédé Inoca, donc c'est un procédé de thermolyse. Ils n'aiment pas utiliser pyrogasification puisque la première phase est à une température plutôt inférieure à celle de la pyrogasification habituelle. Et donc ça
ça produit de l'hydrogène, mais on peut ensuite évoluer vers des carburants de synthèse et ça utilise de la biomasse lignocellulosique qui est, disons, où il n'y a pas de conflit d'usage par rapport à d'autres procédés. Monsieur Pujol, je crois que vous voulez prendre la parole. Oui, peut-être pour rebondir sur cette question, sur le type de molécules de synthèse que l'on vise et qui rejoint une question de monsieur le rapporteur sur les usages de l'hydrogène dans la mobilité, directe ou indirecte, et les questions légitimes d'efficacité. Juste la première chose, et monsieur le président l'a déjà dit, c'est que France Hydrogène n'a pas une vision hégémonique de l'hydrogène ou de ses dérivés sur la mobilité, loin de là. Les questions sur la sobriété sont légitimes, mais ce n'est pas à nous de les traiter. Une fois qu'on a atterri sur une demande énergétique dans les différents types de transport, il faut tout décarboner. Notre but, c'est d'atteindre la neutralité carbone. À partir de là, sur les carburants de synthèse que l'on vise, c'est par rapport au type d'usage, c'est-à-dire où est-ce que des molécules ou des vecteurs plus efficaces ne pourront pas faire le travail. En l'espèce, sur la mobilité routière, le couple batterie-hydrogène utilisé directement, que ce soit en pile en combustible ou à combustion directe pour des poids lourds, pourra faire le travail. Donc, où est-ce qu'on a besoin de ces carburants de synthèse? Ce sont les transports maritimes et aériens pour des raisons qu'a décrit monsieur le président. Donc, ce qui est visé, et ça se voit dans les projets qui sont dans le tuyau en France pour l'horizon 2030 déjà est massif, ce sont des carburants de synthèse pour l'aérien, c'est-à-dire du e-kérosène, ou des biocarburants pour l'aérien dont on dope le rendement en ajoutant de l'hydrogène d'une source exogène, donc produit par électrolyse ou tout autre mode décarboné, et des carburants de synthèse pour le maritime et particulièrement de l'iméthanol. Donc ce sont vraiment les molécules qui sont visées parce qu'elles sont là pour faire le travail, là où d'autres vecteurs ne pourront pas le faire. Et de ces productions, notamment e-kérosène, il peut y avoir des coproduits, mais plutôt résiduels dans la chaîne, type e-diesel, qui pourront être utilisés à la marge par d'autres types de transports. Mais voilà, ce qui est visé, ce sont l'aérien et le maritime pour la molécule de synthèse. Et peut-être pour compléter juste sur la question de monsieur le rapporteur par rapport au débat sur comment décarboner notamment le parc routier et les questions qui sont soulevées sur l'hydrogène, monsieur le président a donné nos hypothèses, elles ne sont pas hégémoniques, que ce soit pour le VUL ou les poids lourds. C'est regarder par usage où est-ce que la batterie ne pourra pas faire le travail. Juste un chiffre, sur 2040, nos projections, ce sont pour les poids lourds, transport routier de marchandises, c'est 15% du parc. Mais ces 15%, on estime qu'ils sont vraiment sans regret, sans l'hydrogène. La batterie ne pourra pas venir les décarboner. Et pour mettre un peu en perspective les hypothèses qui ont été données, toujours sur le transport routier de marchandises, on estime environ, France Hydrogène, le déploiement de 8500 camions d'ici 2030. Donc c'est la filière qui dit ça. Des études indépendantes, je pense notamment à celle d'équilibre des énergies qui avait été remise en octobre 2021, ont des scénarios plus ambitieux que les nôtres. Donc les propres hypothèses de la filière transmises sont assez conservatrices et on vise vraiment le sans regret. Quand vous dites 8500 camions d'ici 2030, ça veut dire que c'est 8500 camions qui pourraient être construits ou qui pourraient être alimentés? Les deux, mais déployés et roulant en France sur les différents segments. Ça me paraît faible. Comment? Ça me paraît faible. Non, parce qu'en plus, vous pouvez avoir des véhicules qui viennent de l'extérieur. C'est 1,4% du parc. Oui, c'est très faible. Néanmoins, avec des projections qui sont, en effet, par rapport à d'autres études, assez, comme l'étude d'équilibre des énergies, assez conservatrices, mais qui aboutissent sur un parc de, Philippe l'a cité, un peu plus de 90 000 poids lourds en 2040. Donc il y a une trajectoire, effectivement, il y a un amorçage qui est effectivement un peu lent, mais qui va se déployer. Comme le dit Simon, la vocation, c'est plutôt la complémentarité d'usage par rapport à d'autres solutions. Hein. Encore une fois, ce n'est pas une solution hégémonique, néanmoins, il y a un certain nombre de
d'usages pour lesquels il n'y a pas d'autres solutions valables. Moi, je reviens un tout petit peu, si vous avez une minute, sur la notion de coût qu'on a évoquée tout à l'heure, et en particulier sur le coût du véhicule utilitaire léger, dont je crois qu'on vous l'a exprimé. Les produits sont sur étagère, sont prêts à être déployés et sont commercialisés d'ores et déjà. On a des dispositifs financiers qui ne sont pas adaptés dans le cadre du plan national hydrogène, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas suffisamment à amorcer les 50 premiers 1000 véhicules utilitaires légers avec les dispositifs financiers existants. Donc on a besoin d'un dispositif ad hoc pour compenser le surcoût de CAPEX, d'achat du véhicule. Néanmoins, on sait déjà que en termes de TCO, si le mécanisme Thiruert se met bien en place, on pourra déjà avoir iso-compétitivité au diesel très rapidement sur la composante coût du carburant. Donc on voit bien, quand on prend le coût total de possession pour un artisan ou pour les utilisateurs intensifs du véhicule à hydrogène, qu'on peut prévoir, si on a des dispositifs adaptés à l'amorçage, une baisse du CAPEX relativement rapide, dès qu'on aura les 50 premiers 1000 véhicules utilitaires légers, aidé par la baisse des coûts rapides des équipements qu'on a cités avec les réservoirs, les piles à combustible, etc., pour lesquels l'État a déjà, à juste titre et correctement investi dans ces gigafactories, et la dimension coût du carburant qui pourra être rapidement compétitive si ce mécanisme Thiruert sert bien la filière hydrogène. Et puis, si vous avez un tout petit instant, moi j'avais peut-être un élément sur le rapport sur la sécurité CGEDD que vous avez mentionné, puisque donc on a chez France Hydrogène bien reçu et lu ce rapport. On a également été auditionné. Ce qu'on en tire comme conclusion, elle est double. Effectivement, au premier abord, à première lecture, ça donne pas forcément une image très flatteuse de la filière, même si les constats sont relativement justes à certains égards, c'est-à-dire filière qui est en train de se déployer. Néanmoins, sur les recommandations associées à la sécurité, plusieurs recommandations nous sont directement destinées, et on s'en est saisi immédiatement. C'est-à-dire qu'on a mis en place un groupe de travail sur la sécurité de l'hydrogène. On travaille en collaboration avec le ministère, avec le BARPI, pour lequel on recense tous les événements d'incidentologie, d'accidentologie. On a mis en place ce groupe pour partager les bonnes pratiques et donc faire remonter pour la base de données ARIA les événements liés à la filière hydrogène. J'ajoute qu'on est tous très convaincus dans la filière hydrogène qu'il n'est pas question qu'un événement ou un manque de vigilance sur la sécurité vienne mettre en péril le déploiement de la filière. Donc je crois que tout le monde est extrêmement vigilant là-dessus, et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout négligé ce que dit le rapport. Au contraire, on s'est saisi des recommandations, on a mis en place des journées sécurité 2 fois par an et ce groupe de travail au sein de la filière. Peut-être juste pour préciser sur les coûts, l'illustrer un peu par des chiffres clés sur la baisse des coûts que Mme Verquin mentionnait pour les VUL. On parle bien de surcoûts initiaux, que ce soit pour les VUL ou les poids lourds d'ailleurs, c'est-à-dire on a une filière industrielle en amorçage sur laquelle des économies d'échelle vont être réalisées rapidement. Les VUL, on estime, enfin la plateforme française de l'automobile estime que l'on réduit le surcoût par rapport à un véhicule équivalent batterie de 55% à partir de 5000 véhicules produits par an par constructeur. Et on a nos 2 constructeurs positionnés dessus. On arrive à iso-compétitivité à l'achat sur le véhicule avec un véhicule électrique batterie équivalent dès que le seuil des 30 000 véhicules par an par constructeur est atteint, ce qui est projeté en fait dans les décisions d'investissement, de dimensionnement des lignes de production que sont en train de réaliser les 2 constructeurs français, mais également les équipementiers en amont financés stratégiquement par l'État dans le cadre de la première vague d'IPCEI. Et juste sur le volume qui était mentionné, effectivement, notamment pour les camions, ça peut être faible, mais ça revient à ce que vous mentionnez, monsieur le rapporteur, tout à l'heure, la priorisation éventuelle de l'allocation de l'hydrogène à l'industrie. Dans un premier temps, l'hydrogène pour la mobilité représentera, comparativement à l'industrie et à la production de carburant de synthèse, des volumes relativement faibles. Ce n'est pas une vraie concurrence sur le plan des volumes, mais pour autant, si l'on ne développe pas, on n'amorce pas la mobilité maintenant, nous ferons face soit à un effet falaise industrielle dans quelques années, quand on se dira, bon, maintenant que l'on a décarboné cette industrie lourde, il faut décarboner la mobilité pour atteindre la neutralité carbone et toute la mobilité,
ou alors, comme le mentionnait Monsieur le Président, nous aurons des dépendances extérieures et nous devrions faire venir importer des véhicules alors que nous étions positionnés stratégiquement. Monsieur Bernard Buis, sénateur de la Drôme. Appuie, micro. J'avais juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire là sur la massification et l'importance d'avoir plus de construction. Et ça va être aussi lié à l'implantation de stations de recharge. Pour ça, bon, je ne sais pas où ça en est, mais dans la Drôme, on a une entreprise qui s'appelle McPhy qui a gagné un appel à projet et qui va mettre en place 14 stations en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça va ensemble. Je pense que tant qu'on n'a pas aussi des stations, les personnes ne s'engageront pas, même si on arrive à un prix quasiment à l'identique d'ici 2 ans. C'est bien le sens de l'étude qu'on a réalisée l'an dernier pour essayer de voir où mettre ces stations, où est la bonne position de ces stations. Donc sur les grands axes, on a pris en compte également les ZFE, hein, les 40, je crois que c'est 43 ou 45 agglomérations qui vont avoir une zone à faible émission d'ici 2025. Donc c'est tout ça qu'on a pris en compte et on a pris avec le distinguo à la fois des stations de recharge pour poids lourds. Enfin, je peux vous donner le chiffre si je le retrouve. C'est de l'ordre de 120 à l'horizon 2026. C'est 40 stations. Les chiffres, hein, c'est 2026, on prévoit 210 stations pour les véhicules utilitaires légers et 40 pour les poids lourds. Donc un total de 250. L'enquête qu'on avait fait prévoyait 225 stations à l'horizon 2025. Vous voyez, donc le coût d'une station, c'est de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros. Donc c'est beaucoup plus cher qu'une borne de recharge, mais ça va beaucoup plus vite et ça délivre beaucoup plus d'énergie. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et puis à l'horizon 2030, on en est à 920 stations au total. On est toujours à peu près dans le ratio, on avait sorti dans les études précédentes à peu près 1000. Donc 750 pour les véhicules utilitaires légers et 170 pour les camions. Il n'y a pas que McPhy qui fait des stations, il y en a d'autres. Oui. Peut-être juste pour compléter et revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre le déclenchement, c'est la bonne articulation entre les différents acteurs qui se mettent en place. C'est pour ça que, comme l'a mentionné Philippe, on a voulu conduire cette étude en lien d'ailleurs avec la plateforme de la filière automobile pour paramétrer le développement optimal des stations de recharge. Donc on a pris des hypothèses au niveau national, auxquelles on a intégré notamment les contraintes liées au règlement européen sur le déploiement des infrastructures de recharge pour carburants alternatifs, la FIR, puisqu'on va être contraint de toute façon, ne serait-ce que pour le transit international, d'avoir un certain nombre de stations à disposition, de l'ordre peut-être de 180, je crois, sur le réseau. Voilà. Mais on est en train maintenant de décliner cette étude de niveau national au niveau des régions. Et ça rejoint la question de l'articulation, parce qu'il y a un enjeu de planification qui peut être à la maille, en effet, des territoires, du déploiement optimal des stations en fonction des différents usages, des besoins, du positionnement des métropoles, etc. Et donc, une fois qu'on va mettre sur la table, pour le compte de chacune des régions en France, cet outil qui va permettre de paramétrer le développement optimal des stations, on espère que les acteurs, les élus des territoires vont se saisir de cette occasion pour essayer de coordonner les fameux usages dont on a besoin. Typiquement, dans les métropoles, on peut parler des bus à hydrogène, on parle des bennes à ordures également, et puis d'essayer de coordonner la demande en termes d'achat groupé par exemple, voire même de commandes publiques sur les VUL ou sur les poids lourds. Ça a été le cas en Occitanie, il y a eu ce projet Corridor H2 qui a initié déjà un dispositif de cette nature. Et dernier point sur la bonne articulation, il y a effectivement les différents acteurs de la filière à différents moments, les véhicules, le carburant et les stations, et puis il y a les différents niveaux de financement auxquels on va pouvoir faire appel et qui vont pouvoir, en théorie, on espère du moins, bien s'articuler entre eux. Et là, il faut considérer aussi ce qui existe au niveau européen, voire même des prêts au niveau de la BEI, et de la même manière, on encourage les acteurs des collectivités à mettre en place des sociétés de projets ou à s'engager directement dans les projets de déploiement. C'est ça qui va permettre véritablement de faire décoller la filière et surtout de soutenir la filière industrielle et les acteurs, les PME, PMI sur les territoires qui sont engagés pour ça. Vous avez omis de parler de l'Île-de-France. Il y a des projets quand même, il y a des réalisations. Vous avez certainement vu la station hydrogène de la porte de Saint-Cloud qui est en train d'ouvrir ses portes. Monsieur le rapporteur.
Bien, alors on aborde beaucoup de sujets de manière un peu cursive quand même. Je voudrais qu'on revienne un peu sur, pour cranter les choses autant qu'on peut. D'abord, dans quel domaine il vous semble que l'hydrogène présente un rendement énergétique qui est tel que il est déterminant, il est utile de le mettre en œuvre? Bon, sur la sécurité, vous avez répondu. Ce que je voudrais quand même qu'on regarde aussi, c'est les différents types d'hydrogène. Okay. La capacité de production. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des limites? Vous avez parlé beaucoup de l'électrolyse. Bon. Qu'est-ce qui vous manque si on doit développer l'hydrogène? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, de la révision de la stratégie? Y a-t-il des sujets de financement, puisque vous avez dit quand même qu'on n'avait pas franchi le pas d'investissement significatif et, j'allais dire, durable, en tout cas définitif? Est-ce que ce sont des sujets fiscaux? Est-ce que ce sont des sujets d'accompagnement sur ce plan-là? Voilà, quelques éléments quand même, mais essayons de cranter un peu les différents sujets, parce que nous, on a besoin d'y voir clair. On comprend bien que c'est foisonnant, on comprend bien que c'est une technologie d'avenir, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais voilà, essayez de nous préciser quand même un peu mieux les éléments stratégiques, parce que nous, ce qui compte, c'est quoi? C'est de voir finalement comment on décarbone. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'industrie quand même. Sur l'industrie, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui reste à traiter ou qu'est-ce qui pourrait être utile comme décision, au-delà de la mobilité aussi? Voilà, notre sujet global, c'est de comprendre en quoi cette filière peut être un élément de la décarbonation à côté des autres, hein, et qu'est-ce qui manque dans ce cas-là. Mais n'hésitez pas à nous dire quand même les points, y compris techniques, qui vont demain être déterminants. Moi, je refuse de rentrer dans le débat rendement par rendement. Je vous ai dit, l'important, c'est de voir un certain nombre de critères. Le rendement en est un, mais ce n'est pas le seul. Il y a les questions de disponibilité de votre véhicule. Je reviens, je ne vais pas répéter les durées de recharge, mais les questions d'autonomie, je parle de la mobilité, hein. Et on a mis le focus sur la mobilité parce qu'on avait compris que c'était plutôt les biocarburants et tout ce qui avait la mobilité. Mais on peut étendre à la. Enfin, pardon de vous couper, mais je veux dire, la question du rendement, du point de vue environnemental, elle se pose. C'est évident. Pourquoi? Simplement, il faut savoir qu'est-ce qui aura le meilleur rendement du point de vue environnemental. Enfin, vous nous dites, vous avez un raisonnement, je comprends, sur l'autonomie, sur quand vous nous évoquez les batteries pour les véhicules utilitaires légers ou même les poids lourds. Voilà. Mais nous, à quel moment on perd de l'énergie par rapport à ce qu'on met au début? Ça, c'est une question que pose. On a reçu des ONG, etc. Et tout. C'est une question qui est venue assez régulièrement. Les ONG ne regardent que le rendement. Alors. Non, mais en fait, oui, mais les questions sont légitimes. Vous êtes ici devant le Parlement. Le Parlement n'est pas là pour écouter une filière, dire que tout va bien, ou que c'est la seule technologie, ou qu'on ne peut pas la questionner. Nous sommes ici pour poser des questions, pour, en toute objectivité, comprendre les choses, poser des débats, et après on verra ensemble, tous ensemble, comment... Voilà. Mais je suis obligé, pardon, de vous piquer un peu, parce que cette question-là, elle est dans la société, elle nous est posée aussi. Voilà, donc aidez-nous à formuler la réponse de la filière, parce que comme ça on pourra la prendre en compte. Non, mais mais il est... Enfin, ça, on n'a jamais dit le contraire. Il est juste physiquement indéniable que de l'hydrogène utilisé dans la mobilité aura un rendement moindre qu'une batterie. C'est pour ça que l'on parle bien de couple batterie-hydrogène, c'est-à-dire là où, pour des raisons logistiques, opérationnelles, des raisons d'usage, comme mentionnait Philippe, la batterie ne pourra pas faire le travail et donc on se retrouvera avec un parc restant à décarboner, là, l'hydrogène, qui présente certes un rendement moindre, devra être utilisé pour que l'on atteigne nos objectifs de décarbonation totale des mobilités. Donc c'est vraiment cette complémentarité que l'on présente, et c'est pour ça que l'on a insisté sur le fait que France Hydrogène n'appelle pas une vision hégémonique de l'hydrogène dans les différents types de mobilité.
En fait, le point de départ, pourquoi on insiste un peu là-dessus, et effectivement, le rendement ne se conçoit que dans la logique de départ dans laquelle on se place, qui est de dire, il y a des règlements européens et des règlements et des règles en France issues de notamment la loi d'orientation des mobilités ou les lois climat résilience, qui nous obligent à aller vers le véhicule zéro émission ou très faibles émissions. Dans ce contexte-là, on n'a pas 50 solutions. Il y a le véhicule électrique, batterie, hydrogène, et puis l'ICE, enfin le moteur à combustion interne, qui pourra être également considéré. Mais si on considère les contraintes auxquelles on fait face, réglementairement, régulatoirement, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que la batterie et l'hydrogène. C'est pour ça que notre raisonnement n'est pas d'esquiver le rendement, c'est de dire à un moment donné, quand on a le choix entre une batterie et un véhicule et hydrogène, eh bien, les contraintes d'usage font que la batterie ne pourra pas répondre aux besoins d'un certain nombre d'acteurs économiques, des artisans, des flottes de taxis, etc., dont le modèle économique ne permet pas soit de passer ne serait-ce qu'une heure à se recharger ou deux, ne permet pas de transporter 3,5 tonnes de batterie, ne permet pas de ne pas tourner H24, etc., si on pense à des véhicules typiquement SAMU ou d'autres, Enedis. Enfin, voilà, il y a des contraintes d'usage et elles sont nombreuses qui justifient qu'une partie du parc sera hydrogène dans le cadre de la mobilité faible émission. S'agissant des capacités de production, pour 1 million de tonnes d'hydrogène, il vous faut 55 TWh. Et 55 TWh, à l'horizon 2030, RTE nous dit que ça passe, c'est disponible. Donc ce sera de l'électricité renouvelable ou bas carbone. D'où également notre souhait, souci, volonté, pugnacité à faire en sorte que l'hydrogène fait à partir d'électricité nucléaire soit reconnu pour pouvoir être intégré. Et c'est pas pour là, c'est pareil, c'est pas pour l'idéologie nucléaire, c'est simplement pour que, parce que s'il n'était pas reconnu, on peut penser, la plupart des financiers, des banques et autres vont vouloir verdir leur portefeuille. Et donc ils vont aller financer ce qui est réputé vert. Pour l'instant, on n'a pas défini vert, hein, mais disons ce qui est renouvelable, enfin disons ce qui est bien. Ben, oui, mais c'est tellement, enfin c'est ambigu. Ça n'a pas plus le sens, ça n'a pas plus, enfin ça n'a pas le même sens chez les Allemands, chez les Français. Enfin bon, donc on est dans l'ambiguïté totale. Nous, on est à un seuil, on est en dessous du seuil, c'est bon. Au-delà, c'est pas bon. Enfin c'est donc. Ça milite aussi, donc ça je reste sur l'électrolyse, mais j'ai bien dit aussi dans mes réponses ou dans mon exposé qu'il fallait également pousser les feux sur la biomasse, et notamment la biomasse ligneuse qui est disponible. Il faut simplement la collecter, il faut, disons, développer cette filière, plutôt cette filière biomasse ligneuse. Oui, pardon, juste sur le seuil. Vous avez, enfin, j'entends votre propos qui est de dire les couleurs, c'est pas ça explique pas tout et c'est pas forcément le bon critère. Votre seuil, c'est quoi votre seuil? Ah bah c'est pas notre seuil. Il y a eu deux démarches. Il y a eu ce qu'on appelait la taxonomie verte, qui est arrivée à un seuil de 3 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène, et puis une autre approche qui est un abattement par rapport à la meilleure technologie disponible en termes de vaporéformage, 70%. Et là, on est à 3,38. Donc, le seuil officiel, c'est, disons, un hydrogène vertueux, c'est un hydrogène à moins de 3,38 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène. D'accord. Pour vous, ça paraît être une bonne norme. C'est bien. Non, c'est bien. Parfait. C'est bien, et ça permet notamment, compte tenu du mix électrique français, de l'hydrogène fait avec de l'électricité du mix électrique français rentre dans ce cadre-là. Et ça a d'ailleurs été reconnu au niveau de la Commission, puisqu'il y avait des critères d'additionnalité, enfin je peux rentrer dans les détails si vous le souhaitez, des critères dont la France et la Suède sont dispensés dans la mesure où leur mix électrique est décarboné. Alors, je poursuis dans vos questions. Qu'est-ce qui manque je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le sénateur, c'est essentiellement parfaire le cadre, c'est-à-dire à la fois avoir, sur le plan financier, savoir où on en est en termes de soutien. Je vous dis, le porteur de projet, c'est pas combien il va recevoir. Quand vous êtes américain, vous avez l'IRA, l'Inflation Reduction Act,
Vous savez que vous allez réduire les quantités de gaz carbonique et c'est X dollars par tonne de carbone évité. Et puis, vous ne cherchez pas le guichet, c'est un crédit d'impôt. En Europe, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Déjà, on ne sait pas si s'il faut de l'hydrogène renouvelable, enfin si c'est l'hydrogène renouvelable ou l'hydrogène bas carbone qui est reconnu. Et puis, les conditions de production. Votre électricité renouvelable, est-ce qu'elle sera réputée faire votre hydrogène le jour d'avant, le mois d'avant, la semaine d'avant, 3 mois avant? Donc, c'est des questions un peu byzantines pour lesquelles on n'a pas encore les réponses. Donc c'est ça qui manque, c'est le cadre. Puis je vous dis, le cadre français, il manque des décrets, des arrêtés. Enfin, c'est tout ce qui manque. Alors qu'est-ce qu'on attend de l'État? D'abord qu'il se batte à Bruxelles pour imposer ses vues. Et ça, c'est en bonne voie avec Madame Agnès Pannier-Runacher qui a formé une coalition avec des pays d'Europe de l'Est, laquelle coalition s'oppose à une autre coalition emmenée par l'Allemagne, avec l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, j'ai dû en oublier, Luxembourg, l'Autriche aussi, enfin, bon, qui eux ne veulent pas entendre parler d'hydrogène d'hydrogène fait avec de l'électricité nucléaire. Mais ça c'est fondamental. Alors, pour l'industrie, je n'ai pas insisté sur l'industrie, mais je peux en dire un mot. Je suis désolé, mais si vous n'avez pas d'hydrogène, je ne vois pas comment vous allez réduire du minerai de fer. Alors vous allez me dire, oui, il y a des aciéries électriques, mais les aciéries électriques, il faut déjà une sorte de mousse de fer où il faut de l'acier recyclé. Mais là, à la base, c'est bien le projet Gravity à Fos où les travaux le DRI, le Direct Reduction Iron, ça existe. Ça se fait pour l'instant avec du gaz naturel, donc c'est pas encore bon. Mais les travaux d'Arcelor vont vers justement l'utilisation de l'hydrogène pour cette réduction directe du minerai. On va avoir une espèce de mousse de fer qui ensuite va passer au four électrique pour donner les aciers. Donc sur l'acier, il n'y a pas c'est sans regret. Le ciment, il y a quand même, ça peut permettre en recombinant, et c'est là où on retrouve la question du gaz carbonique industriel, en recombinant ce gaz carbonique qui est fatal, puisque dans une cimenterie, vous avez un tiers qui vient du combustible et 2 tiers qui vient du ciment, enfin disons de la masse calcaire que vous traitez, la masse solide que vous traitez. Et donc ça, vous ne l'éviterez jamais, même avec le meilleur combustible, vous aurez toujours cette quantité de CO2. Et donc si on peut en faire quelque chose... Alors l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est de faire un réseau de collecte de gaz carbonique au niveau de la France. J'ai dit sur les 50 sites à décarboner, les 50 sites les plus pollueurs, il y a beaucoup plus de cimenteries que ça en France, hein, mais sur les 50 sites les plus émetteurs de CO2, de gaz à effet de serre, il y en a 24 qui sont cimenteries ou fours à chaud. Donc on va faire un réseau de collecte de CO2 pour emmener ce CO2 jusqu'à Fos ou à Dunkerque pour charger sur les bateaux pour aller l'enfuir en mer du Nord ou en Adriatique. Bon. Donc ça serait quand même assez malin, au moins dans une phase de transition, tant qu'on ne sait pas faire autre chose avec le CO2, de pouvoir en faire du méthanol. Ça serait autant de méthanol qu'on ne ferait pas avec du gaz naturel produit dans des conditions qu'on imagine à Trinidad ou Tobago ou ailleurs. Donc... toujours pas. Donc ça c'est pour le. Excusez-moi, Monsieur le Président. Ça c'est pour les cimenteries. L'ammoniac pour faire l'hydrogène, pour faire l'ammoniac, c'est de l'azote et de l'hydrogène. Cet hydrogène, pour qu'il soit vertueux, il faut qu'il soit fait à partir de renouvelables ou de bas carbone. Donc c'est sidérurgie. Certains domaines de la chimie, l'eau oxygénée, c'est pareil, l'oxygéné, il vous faut de l'hydrogène. Chimie, cimenterie, et puis les engrais. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Enfin, vous avez abordé beaucoup de sujets, merci, notamment sur la production. Je reviens, alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait auditionné
et on va auditionner un peu tous les partis, entre guillemets, hein, sur chacun des vecteurs et des carburants que nous traitons. On a entendu quand même aussi la question des limites physiques contraignant la production, sur la disponibilité de la biomasse, on a parlé un peu tout à l'heure de l'électricité, du CO2, et il y a aussi ce raisonnement qu'on entend, alors qu'on partage ou pas, hein, comme quoi il faut aller vers un effort de sobriété et qu'il faudra peut-être prioriser l'usage de l'hydrogène. Alors comment vous réagissez par rapport à ça ? Enfin, je répète, les priorités, je les ai données, c'est-à-dire les domaines sans regret, c'est l'industrie lourde telle que je viens de le rappeler, et puis l'aérien, le maritime et la mobilité lourde, camions, bus, bennes à ordures et véhicules utilitaires légers dans certains cas d'usage. C'est pas tout le parc de véhicules. Oui, compris. C'est plutôt des niches. Enfin, en volume de production, on est à 15% à l'arrivée. Pour la mobilité, si j'ai bien compris, la mobilité véhicules utilitaires légers. D'accord. Mais l'idée globale, enfin, je vous invite plutôt à réagir, mais même à être critique hein, par rapport à cette idée-là, qui nous a été formulée par notamment des ONG. Enfin, alors, je ne sais plus si les comptes rendus ont déjà été mis en ligne, mais ils vont l'être dans ce cas-là. C'est quand même que, voilà, il faut vraiment cantonner l'hydrogène parce qu'on n'a pas la disponibilité pour la production, qu'il faut être dans une logique de sobriété. Mais sobriété, on est tous d'accord. Enfin, je ne l'ai pas dit dans mon propos liminaire parce que ça me paraît tellement évident. Sobriété, recherche d'efficacité, ça, on est. Enfin, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, après, quel segment, quel vecteur, vers quel secteur on se porte, c'est ce que j'ai dit. Ok. Il va y avoir un besoin en électricité, en production d'électricité, en énergie primaire supplémentaire de toute façon, quoi qu'il arrive. Enfin, si on regarde les scénarios RTE, même si on a une trajectoire d'efficacité et de sobriété, il reste néanmoins un parc en mobilité et des besoins en production d'énergie tels que, et en consommation d'énergie tels que le sujet, c'est vraiment l'allocation des meilleures solutions à l'existant. Il ne va pas disparaître, même si on fait de la sobriété. Oui, c'est bien pour ça que j'évoque ce raisonnement-là. On l'entend, donc il est normal que je vous fasse réagir là-dessus. Juste pour résumer l'idée, mais je pense que les mêmes ONG auditionnées partageront, c'est qu'en fait la décarbonation globale, peu importe que l'on parle du vecteur hydrogène ou d'un autre, il faut être conscient qu'elle nous met vraiment face à un mur énergétique et industriel. Et face à ce mur, on aura besoin de tous les leviers. Donc on commence probablement, enfin c'est tout en même temps. À la fois, on fait de la sobriété. Pour le transport, on peut envisager des trajectoires de report modal sur le transport de marchandises, de voyageurs. Mais une fois qu'on a dit ça, on atterrit sur une certaine demande énergétique. Et cette demande énergétique, il faudra la décarboner par les motorisations les plus efficaces lorsqu'elles peuvent faire le travail, comme l'électrification directe. Et lorsqu'elles ne peuvent pas, voir quels vecteurs peuvent le faire. D'accord. Je vais peut-être reformuler différemment quelque chose que vous avez déjà abordé, mais je voulais y voir clair. Parfois, on entend qu'il faut produire de l'hydrogène, et pour lui-même, si j'ose dire, pardon de dire ça avec des mots un peu naïfs peut-être, et parce qu'à partir de l'hydrogène, on fera des carburants synthétiques durables. Bon, c'est cette idée de filière un peu verticale. Comment vous réagissez là-dessus? Enfin, est-ce que ça vous paraît être une idée qu'il faut creuser ou pas? Attendez, là encore, je comprends pas, parce que de toute façon, le carburant synthétique, l'hydrogène comme étant le carburant synthétique, il est fait d'hydrogène et de carbone. Oui. Donc, il vous faut bien les sources d'hydrogène, et ça, on le couvre avec de l'électricité renouvelable ou bas carbone, ou de l'hydrogène venant de la biomasse. Et puis le carbone, on revient à la question de tout à l'heure, soit du carbone biogénique, et donc là, encore de la biomasse, soit du carbone réutilisé, disons, c'est ce qu'on appelle le CCU, là, le Carbon Capture and Utilization, donc du carbone qui serait capté sur des installations industrielles. Ça n'a pas vraiment, le soutien, puisque je vous dis, à partir de 2040, ça ne sera plus possible. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. Non, parce que si vous... pour produire des carburants synthétiques durables, on peut passer par l'hydrogène. On doit passer par l'hydrogène. On doit passer. On doit passer par l'hydrogène. Mais est-ce que... Oui, on doit. Okay. Mais du coup, est-ce qu'il faut orienter la production d'hydrogène vers ça? Largement ou pas? Pas seulement. C'est ce que je dis aussi, c'est que ça constitue
il y a un besoin important, je ne vais pas y revenir, à la fois donc, les CMA, CGM, Merckx, l'aérien en demande, le besoin de SAF enfin est important, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. Mais en même temps, vous avez évoqué l'industrie, donc tout ça va faire masse. Et donc, il y aura cette production d'hydrogène, pas spécifiquement pour il y aura cette production d'hydrogène pour la production de carburant synthétique, mais aussi pour l'industrie. On a déjà un besoin en méthanol, on a déjà des besoins en... Non, ben, je redis ce que tu disais, Christelle. Oui, on a déjà un besoin d'ailleurs en méthanol pour l'industrie. Donc les molécules de synthèse, le méthanol en l'occurrence, c'est à la fois pour le transport maritime, mais également pour remplacer du méthanol carboné que l'on importe notamment ou particulièrement de Trinidad et Tobago. Donc ce sont des marchés existants. Et juste pour revenir sur cette idée sous-jacente plus générale de quels usages on doit prioriser et est-ce qu'on doit séquencer dans le temps, par exemple, d'abord industrie lourde, type sidérurgie et ammoniac, et ensuite carburant synthétique, et ensuite mobilité routière. Ça ne marche pas dans le sens où, dans tous les cas, on aura besoin de ces différents usages pour atteindre la neutralité carbone, et il y a des réalités de temps de déploiement industriel. Et on doit développer ces différents usages simultanément. Ils n'appelleront pas les mêmes volumes dans les mêmes temporalités, mais on doit tout lancer maintenant si l'on veut structurer une chaîne de valeur nationale, souveraine, qui maîtrisera en fait la molécule, qui produira de la valeur ajoutée sur les territoires avec tous les équipements liés à cela, et donc des emplois liés. On parlait de la production. Si on entre un tout petit peu dans la technique, à grande maille, la France a un avantage compétitif sur les autres États européens, Suède excepté, parce que l'on dispose déjà d'un mix électrique décarboné, ce qui nous permet de faire tourner nos électrolyseurs avec un facteur de charge très élevé, c'est-à-dire que plus de 7500 heures par an. Ça, c'est un avantage majeur, mais qui sera temporaire. 3-4 ans par rapport au projet qu'on dit Greenfield, pardonnez-moi pour l'anglicisme, c'est-à-dire les grandes centrales d'énergie renouvelable qui naîtront dans des pays comme la péninsule ibérique, qui sont largement dotés en ressources renouvelables. Soit on lance maintenant ces projets avec un avantage compétitif, on en profite pour structurer notre chaîne de valeur sur l'ensemble des usages, soit on ne profite pas de cette avance parce que l'on veut séquencer d'abord l'industrie lourde, ensuite les carburants de synthèse, ensuite la mobilité. Et dans ce cas-là, il y a un risque de dépendance extérieure le moment où on voudra décarboner ces nouveaux usages. Une fois de plus, ces usages n'appelleront pas les mêmes volumes énergétiques, les mêmes masses au même moment, mais il faut amorcer maintenant et profiter de notre avantage. Si je peux me permettre, il y a eu des effets d'annonce il y a quelques mois sur l'hydrogène en disant voilà, on a la solution. J'entends politiquement, moi je l'ai entendu en tout cas, quand on a eu la crise, quand on montait avec des prix au-dessus de 2 € à la pompe, on s'est dit il faut développer l'hydrogène, on va mettre en place une politique dynamique, formidable, etc. Donc les 7,2 milliards plus, etc., on arrive à 9. Bon, je ne sais pas si ça sera suffisant. Ce que je vois, c'est que le temps est long, alors qu'il devrait être beaucoup plus court. Hein. Alors moi j'aimerais savoir de votre part quel est pour vous le cadre fiscal idéal, je dis bien idéal, pour faire en sorte que le développement de l'hydrogène chez nous puisse se mettre en place. Est-ce que vous avez, vous, des propositions à faire? Vous avez dit tout à l'heure, il faut attendre ce qui va se passer à Bruxelles, ce qui va se passer dans les autres pays. J'ai bien entendu. Mais ça ne suffit pas. Vous avez peut-être une idée précise de ce qui serait idéal pour que l'on puisse développer demain l'hydrogène de manière compétitive et de savoir à quel niveau de production d'hydrogène quel niveau on peut atteindre pour être autosuffisant par rapport à la flotte, par rapport à l'industrie, par rapport à toutes les énergies, enfin par rapport à tous les besoins, aviation, voitures légères, voitures lourdes, poids lourds, etc. Est-ce que vous avez justement, vous avez dû réfléchir à ça, à savoir... Je peux commencer, mais je vais laisser Philippe poursuivre. En fait, la question, c'est pas uniquement de la fiscalité. Hein, c'est le dispositif. Mais réglementaire aussi. Ah oui, voilà, mais je crois que c'est pour ça que je vais te laisser réexpliquer. Mais en fait, on a un enjeu d'accélération, en effet, mais qui sera permis quand le cadre sera clair pour les investisseurs, y compris les investisseurs
privés, c'est-à-dire les banques et les institutions financières. Donc on a un enjeu véritablement de permettre que le cadre régulatoire et réglementaire, ça vaut au niveau européen, mais ça vaut aussi au niveau français, permettre aux acteurs qui investissent d'y aller. Deuxièmement, il y a des dispositifs financiers qui doivent peut-être être complétés ou bien articulés. Donc on a par exemple parlé beaucoup de ce mécanisme de soutien à la production qui doit permettre de compenser le surcoût et de massifier la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, et donc de compenser le surcoût de l'hydrogène qui est aujourd'hui produit par des énergies primaires fossiles. Simplement, ce mécanisme de soutien à la production, on l'a annoncé il y a 3 ans, il n'est toujours pas lancé. Le gouvernement l'a annoncé dans sa stratégie de septembre 2020. Oui, mais 4 milliards d'euros, ben, on est dans des discussions au niveau européen avec la DG Comp, et ces discussions ne sont pas facilitées par le cadre d'investissement, le cadre financier que met en place la Commission européenne simultanément, qui fait que le gouvernement français s'interroge de savoir si le mécanisme de soutien à la production est le bon dispositif. Néanmoins, c'est sur les 9... Est-ce que propose le gouvernement français pour essayer de bâtir ce cadre européen, est-ce qu'il vous convient? Oui, est-ce qu'il est suffisant ou pas? Voilà. On l'avait initialement proposé. Ce mécanisme de soutien à la production nous paraissait effectivement une disposition utile qu'on avait effectivement proposée en 2019 et qui a été intégré à la stratégie nationale hydrogène présentée en septembre 2020. Sur les plus de 9 milliards d'euros de la stratégie hydrogène française, c'est 4,2 milliards qui sont toujours suspendus dans les discussions avec la DG Comp, puisqu'il s'agit d'une aide d'État. Donc ça, il s'agirait quand même d'accélérer, ou en tout cas de permettre que ça se passe, puisque ça, nous, on veut tous accélérer et on est suspendu un petit peu à ces dispositions. Et enfin, on a un point pour compléter le dispositif de soutien. Philippe l'a dit, ça a été quand même assez bien conçu, la stratégie hydrogène française, c'est-à-dire de l'amont à l'aval. Simplement, on se rend compte au fur et à mesure que l'amorçage en mobilité et le fait que le modèle économique de la mobilité hydrogène puisse voler de ses propres ailes nécessite un dispositif à l'amorçage dédié pour les 50 premiers 1000 véhicules, mais même déjà dès les premiers 10 000, 15 000, on est déjà sur des baisses de coûts drastiques. Donc ce dispositif-là, on a, je pense, l'écoute des services de l'État pour essayer de proposer un dispositif ad hoc, parce que les mécanismes financiers existants aujourd'hui, notamment les appels à projets écosystèmes territoriaux de l'ADEME ou d'autres, ne répondent pas bien à ce besoin spécifique. Donc on est en train de travailler avec les services de l'État là-dessus. Je pense qu'on a une bonne écoute pour proposer un mécanisme qui irait bien. Ça, c'est vraiment un point clé en réalité pour nous. Voilà, après peut-être vous pouvez compléter avec d'autres... Non, tu as presque tout dit. Simplement, l'hydrogène, c'est de l'électricité qui est fait gaz. Donc il y a toute la question du coût de l'électricité et de ce qu'on appelle le market design, l'architecture de marché. Vous avez bien entendu les débats qu'il y a notamment entre Paris, Berlin et Bruxelles sur est-ce qu'on rénove de fond en comble le market design ou pas. Donc des annonces ont été faites le 14 mars dernier, mardi dernier, à Bruxelles. Encore une fois Bruxelles, mais enfin bon, on est en Europe. Hein. Et donc... ça va évoluer, mais il faudrait en particulier favoriser, c'est la direction qui semble être prise, favoriser ce qu'ils appellent les PPA, les Power Purchase Agreements, c'est-à-dire un lien direct entre le fournisseur d'électricité et puis le consommateur, de façon à ce qu'il ait la visibilité suffisante, nécessaire et suffisante pour s'engager. C'est toujours le même problème. Si vous ne savez pas à quel prix vous allez acheter votre électricité, et comme c'est 75% du prix de l'hydrogène, vous allez avoir des problèmes pour décider. Donc, c'est tout ça qui manque. Quand je disais le cadre, je vais me répéter, c'est institutionnel et financier. Et juste pour compléter ce propos sur le prix de l'électricité, qui est clé pour toute la filière et pour beaucoup d'autres filières industrielles d'ailleurs, quelle qu'elle soit, il y a le market design, mais il y a tout simplement la disponibilité dans la ressource électrique décarbonée. Et là, on est sur quelque chose de clé. Philippe le mentionnait, les projets qu'on a recensés, France Hydrogène, en 2022, qui doivent être mis en service à horizon 2030, font un appel électrique de 55 TWh. Dans son bilan prévisionnel 2021-2030, RTE considère qu'il y a la marge de manœuvre
tout en prenant en compte les besoins d'électrification directe, nombreux par ailleurs. Marge de manœuvre, oui, mais la clé pour garder un système électrique compétitif et décarboné, c'est de les avoir, de les conserver à long terme, ces marges de manœuvre. Et dans ce cadre-là, le projet de loi d'accélération des renouvelables, le projet de loi d'accélération du nucléaire qui ont déjà été mentionnés sont clés, et également la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui va bientôt être mise sur la table du Parlement, avec voilà, ces échéances 2028, 2030, 2033, où il sera décisif de fixer des objectifs ambitieux d'énergie renouvelable, parce que d'ici 2033, nous n'aurons pas de nouveaux EPR2 ou SMR Newark qui seront mis en service. On travaille main dans la main pour la reconnaissance du nucléaire à Bruxelles lié à l'hydrogène avec le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. Mais voilà, d'ici là, les deux sont complémentaires et il faut accélérer très fort sur les énergies renouvelables, à la fois pour la filière hydrogène, mais pour l'industrie en général et pour tous nos besoins d'électrification directe. Oui, merci, Monsieur le Président. Si je série un peu les choses, pour vis-à-vis de la Commission, enfin de l'Union européenne en général, il y a la question que Madame abordait du soutien financier et du régime des aides d'État, qui est un sujet qui est encore en cours, hein, si j'ai bien compris. Il y a la question que Monsieur le Président abordait tout à l'heure déjà du cadre global, juridique, disons, hein, avec notamment la question de la reconnaissance de l'hydrogène vert, qui pour nous est un hydrogène qui peut être produit à partir d'électricité nucléaire. Hein, je vais un peu vite. Il y a la question du prix, évidemment. Bon. Bon, ça c'est les trois points peut-être qu'on peut voir. Je dis ça parce qu'on aura des discussions avec la Commission et le Parlement européen. Je retiens ces trois points. Alors, vous me direz si j'ai oublié quelque chose. Et ensuite, monsieur aborde, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, effectivement, la question de la capacité qu'on pourra reposer au pouvoir public et qu'on aura regardé ici au Parlement le moment venu pour effectivement vérifier que on va dans les objectifs qu'on va se donner, on gardera suffisamment de capacité d'électricité, entre guillemets, pour permettre que les objectifs de la filière soient tenus. Hein, c'est bien ça. Ces différents points, je note. Qu'est-ce qui vous paraît central, vous, sinon, pour œuvrer à la décarbonation via la filière que vous défendez? Est-ce qu'il y a des points que vous voulez nous indiquer, nous signaler, sur lesquels vous voudriez insister, des points de vigilance ou des choses pour lesquelles vous aimeriez que les pouvoirs publics fassent évoluer leur position? C'est plutôt un point de vigilance dans le cadre de la révision de la stratégie nationale hydrogène française. Philippe l'a déjà mentionné, mais on ne le répétera pas assez. C'est-à-dire qu'il y a eu un signal très fort qui a été lancé, beaucoup d'investissements de la part de la France. On a une avance, y compris en termes d'excellence dans la recherche et dans les technologies de rupture. On a un écosystème qui est très ancré dans les territoires avec un grand tissu de PME-PMI. Ce serait vraiment dommageable de ne pas pousser l'effort qui est très nécessaire, puisque la compétition elle est mondiale. Beaucoup de régions du monde, beaucoup de pays dans le monde se sont mis sur l'hydrogène. Pourquoi? Parce que tout le monde constate que l'hydrogène, c'est pas la solution miracle en rien, dans aucun segment, mais sans l'hydrogène, on ne pourra pas réussir les objectifs de décarbonation dans les secteurs qu'on a déjà mentionnés. Donc il faut vraiment pousser l'effort un peu plus loin et ne pas circonscrire l'usage de l'hydrogène à la décarbonation de quelques grands sites industriels, parce que c'est mettre en péril toute la chaîne de valeur industrielle française qui est en train d'être en place, de se mobiliser. On a beaucoup d'exemples, on pourra vous en redonner, mais voilà, c'est peut-être le point de vigilance, c'est de ne pas relâcher l'effort. L'effort principal a été fourni, et si on lâche maintenant au motif que 9 milliards d'euros ont été mis sur la table et que somme toute ça prend un peu de temps, eh bien on risque d'avoir investi en vain. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire que produire de l'hydrogène en France, par rapport à nos besoins, on peut être complètement autonome, on ne dépend de personne d'autre. Oui, on ne dépend pas de l'Asie, on ne dépend pas de la Russie. Alors, j'ajoute une question, pardon, je me greffe dans la question du Président, un point que j'avais gardé pour la fin, qui est qu'est-ce que vous pensez du coup de la stratégie de l'Allemagne? On a plutôt compris que l'Allemagne était dans une stratégie, entre guillemets, d'importation. Vous prenez les choses rapidement. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à cette stratégie-là qui est différente de la nôtre, hein?
L'Allemagne a tout de suite vu qu'en termes de développement des renouvelables, donc ils se sont privés du nucléaire. Bon, c'est une erreur, mais tant pis pour eux. Donc ils ont vu tout de suite qu'en termes de développement du renouvelable, ils n'iraient pas assez vite. Et donc il y a le recours à l'importation. Oui, c'est ça. Donc d'où recours à l'importation. Et je dirais l'importation sous deux formes, mais ce n'est pas encore très, très net. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement exclu d'importer de l'hydrogène qui serait fait à partir d'hydrocarbures et où, disons, à l'issue du vaporéformage, on capterait le CO2 et on l'enfuirait dans des couches profondes en mer du Nord. J'en veux pour preuve l'accord qui est signé entre RWE et Equinor et plus généralement entre l'Allemagne et la Norvège qui parle d'un hydrogénoduc entre la Norvège et l'Allemagne. Alors je ne sais pas très bien où va être fait l'hydrogène, mais en tout cas le principe il est là. Probablement que l'hydrogène sera fait en Norvège, mais pas en Allemagne. Bon, en France, avec disons les efforts qui sont faits dans le maintien du potentiel nucléaire, voire même dans sa relance avec les 6 EPR, voire 8 ultérieurement, et à plus court terme, vu ce que nous dit RTE à 2030, il y a ce potentiel de production, il faut 55 TWh, je le répète, pour faire 1 million de tonnes. Il y a ce potentiel, RTE nous dit que ce potentiel est disponible, donc il n'y avait pas lieu d'imaginer un recours à l'importation. Est-ce qu'il n'y aura jamais d'importation? Ça, disons, l'avenir nous le dira. Parce que c'était une de vos questions également. Donc, en particulier, il y a eu l'épisode H2Med, enfin, nouveau nom de Barmar, donc cette liaison entre Barcelone et Marseille. Ça a vocation à être un des maillons de la dorsale européenne de l'hydrogène, mais si vous n'avez que ce maillon-là, vous ne faites pas le parcours. Donc ça veut dire qu'il va falloir en amont développer la production d'hydrogène renouvelable en Espagne, au Portugal, peut-être au Maroc, en Mauritanie, développer les gazoducs qui vont bien pour l'amener jusqu'à Barcelone. De là, avec ce maillon, la Barmar, on va arriver à Marseille. Et de Marseille, il va falloir également développer le réseau pour remonter cet hydrogène vers Paris, Düsseldorf et que sais-je, enfin l'Europe du Nord. Donc, à quel moment? C'est un point que je n'ai pas suffisamment souligné jusqu'à présent, mais bien prendre compte des temporalités. Barmar a été annoncé pour 2030. Personnellement, j'ai des gros doutes que ça se fasse en 2030. Ça se fera sûrement un jour, mais 2030 me paraît un peu prématuré, dans la mesure où les premiers projets, grands projets, je pense notamment au projet IDIL en Espagne, qui vise à développer 9 gigawatts de photovoltaïque en Espagne, en Castille. Faire de l'hydrogène, l'envoyer pour décarboner Arcelor en Espagne ou Fertiberia, qui est la production d'engrais en Espagne. C'est qu'une première étape. Le mix électrique espagnol est carboné, donc il va falloir le décarboner. L'Espagne va se rendre compte aussi qu'avoir de l'hydrogène bas carbone pas cher, c'est aussi un avantage compétitif, donc on ne va pas forcément être tenté d'exporter. Donc avant de remplir un tuyau qui peut transporter 2 millions de tonnes par an, il va se passer, à mon avis, quelques années. Donc voilà ce que je peux dire sur l'importation et sur ce... Peut-être juste un dernier point de vigilance à mentionner. On en dira certainement plus de choses après le 28 mars, puisqu'on organise une journée technique sur le sujet le 28 mars. Il y a un enjeu qu'il faut d'ores et déjà prendre en compte et que la France doit avoir bien à l'esprit, c'est l'approvisionnement en matières premières, en matériaux critiques. Donc la filière hydrogène est relativement, par rapport à d'autres filières, bien moins concernée. Il y a également peut-être des technologies de rupture pour se passer d'un certain nombre de matières premières critiques comme des platinoïdes, mais on n'y est pas encore. On va avoir besoin d'un certain nombre de matériaux critiques.
on sait d'ores et déjà, vu la demande d'hydrogène et d'équipements associés évidemment de production d'hydrogène partout dans le monde, qu'il va y avoir plus de demandes que d'offres dans ces matières premières, dans certaines de ces matières premières. Donc organiser les schémas d'approvisionnement, je pense à ça à l'instant parce que quand on parle d'importation, on considère souvent l'enjeu de la souveraineté énergétique comme la diversification des approvisionnements, non pas comme le fait de produire soi-même. Nous, on considère que, et eu égard à la temporalité évoquée, qu'on a tout intérêt de produire d'ores et déjà nous-mêmes avec l'avantage compétitif de notre mix énergétique décarboné qu'a évoqué Simon tout à l'heure. Mais même si on pense diversification dans les matériaux critiques, on voit bien que la production, l'extraction de ces matériaux, elle est quand même assez concentrée dans un certain nombre de pays. Donc je ne vais pas commencer à parler géopolitique tout de suite. Néanmoins, voilà, c'est un sujet que la France doit avoir à l'esprit pour la filière hydrogène, mais pas uniquement, évidemment. Merci d'abord ces éléments, puis merci d'avoir dit clairement ce que vous pensez sur ce qu'on appelait Barmar, voilà, parce que j'allais vous poser la question. J'ai juste une... Oui. D'accord. J'ai juste une dernière question sur l'aérien, vous l'avez abordé tout à l'heure. Hein, enfin, technologiquement, alors on recevra les constructeurs, les compagnies. On a déjà auditionné l'Académie de l'air et de l'espace et puis le directeur général d'aviation civile. Hein. Le gouvernement avait fait des annonces qui étaient 2035, avions décarbonés, enfin avions hydrogène décarbonés. On a plutôt le sentiment depuis 12-15 mois que on met un peu les aérofreins. Hein. Et on entend beaucoup plus parler de carburant synthétique durable, pour prendre une forme, enfin des SAF en fait. Voilà. Comment vous voyez le point de maturité de la technologie sur l'hydrogène pour l'avion, hein? Enfin, dans l'état où on est, on n'a pas les moyens de faire on ne fera pas mieux que l'Académie de l'air et de l'espace. Moi, je m'en tiens à ce que dit Guillaume Faury. Il dit, dans un premier temps, des carburants de synthèse miscibles au kérosène actuel. Dans un deuxième temps, des carburants qui sont moins miscibles. Et donc là, ça va poser déjà le problème des chaînes d'approvisionnement. Et je l'ai entendu dire, après 2050, l'avion hydrogène. Mais c'est Guillaume Faury, c'est pas moi. Peut-être sur les ordres de grandeur, enfin, on ne sait pas encore au niveau développement de l'innovation quand est-ce que l'avion hydrogène sera prêt. Il y a différents discours qui sont tenus. Juste ce qui est calculé à peu près sur la portée qui a été mentionné tout à l'heure, moyen courrier par Philippe. Il est estimé par le Conseil international sur le transport propre que l'avion à hydrogène pourrait aller jusqu'à des rayons de 3400 km transportant 165 passagers. Donc si cela est réussi par les constructeurs, c'est une part non négligeable. Mais voilà, derrière, il est certain que les carburants de synthèse, e-kérosène ou biocarburants avancés dont dope le rendement par l'ajout d'hydrogène seront indispensables. Et il y a un rapport qui est sorti récemment qui est assez éclairant de l'Académie des technologies qui donne quelques ordres de grandeur. Une fois de plus, ces ordres de grandeur, ils peuvent être ensuite réajustés selon les hypothèses de réduction de la demande, qui donnait entre 50 et 75 TWh électriques nécessaires pour la production de carburant aérien de synthèse en France d'ici 2040. Cet écart de 50%, enfin entre 50 et 75 TWh, c'est selon la disponibilité, le niveau de disponibilité de biomasse durable. Et d'ici 2050, ça serait 170 TWh électriques qui couvriraient 60% du secteur aérien français. Donc ce sera quelque chose de massif, d'où l'intérêt, la nécessité de structurer dès maintenant une chaîne de valeur. Et enfin, il y a une feuille de route décarbonation sectorielle de l'aérien qui a été remise au gouvernement, dont les conclusions ne sont pas encore rendues publiques, mais ça ne devrait pas tarder normalement sur différents scénarios, à la fois pour l'aérien domestique et international de décarbonation. Monsieur le rapporteur, vous n'avez pas évoqué le rail. Il n'y a pas d'intérêt? On sait d'où il part, on sait où il arrive. Il y a déjà actuellement, donc, d'abord, là aussi, on a un champion qui s'appelle Alstom. Le train hydrogène, il roule depuis 2018 en Allemagne.
Il a été certes construit à Salzgitter en Allemagne, mais la chaîne de traction, elle a été faite dans les ateliers à Tarbes en France. Et il y a 4 régions qui se sont engagées à acheter des rames. C'est Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Il faut voir que le réseau français est très électrifié. Donc, enfin, il est électrifié à moitié, mais c'est 80% du trafic. Donc la partie qui n'est pas électrifiée a des trafics très faibles. Donc il y a des opportunités là, mais c'est pareil, ça ne va pas être une généralisation. Et ce qui a été retenu, c'est un mode bimode, le Regiolis bimode, c'est-à-dire qu'il pourra à la fois rouler sous caténaire lorsqu'il y a des caténaires, et puis se passer des caténaires lorsque... Enfin, marcher sur la pile à combustible lorsqu'il n'y a pas de caténaire. On en est là. Parallèlement, Alstom continue à travailler sur les locomotives de manœuvre et sur les... Alstom, mais pas seulement Alstom, mais également HDF Énergie, qui sont basés à Bordeaux, travaille également... alors là, c'est un concept, enfin, c'est sur tout ce qui est locomotive de manœuvre, donc avec des piles de puissance beaucoup plus puissantes que le train Regiolis, ce qui demande des puissances relativement faibles de quelques centaines de... Enfin, quand je dis quelques centaines, c'est 200 ou 300 kilowatts. Alors que pour les locomotives de manœuvre, on a besoin de plusieurs mégawatts. Donc là, c'est des piles plus importantes. Donc Elion y travaille. Et également, je vous disais, HDF Énergie. Donc il y a également là un potentiel avec des consommations qui vont être, enfin c'est de l'ordre de 200 kg par jour et par train. Donc là, ça va permettre également de massifier. Donc la SNCF regarde où développer, enfin d'abord où est le besoin. Et puis surtout, comment massifier, comment regrouper ces usages-là, ces besoins-là, avec éventuellement des besoins de stations le long d'autoroutes pour des poids lourds, voire même à proximité de petits industriels qui auraient besoin également d'hydrogène. Donc c'est cette massification qu'il faut organiser, c'est cette planification écologique. Alors on n'est qu'au tout début, puisque... j'ai cité les 2 études de 2022. D'une part, essayer de recenser les projets et d'autre part, voir quelle est l'infrastructure optimale de recharge. Ce sont des briques que nous apportons, mais ensuite il faut, comme l'a dit Christelle, au niveau de chaque région, avoir une étude. Ce qu'on a fait, c'est un peu, je dirais, top-down, c'est-à-dire... mais maintenant, il faut repartir du terrain et au niveau des délégations régionales, au niveau des services des régions, des services, voir comment on peut regrouper et créer ces écosystèmes territoriaux. C'est vraiment le mot écosystème territorial sur lequel j'allais rebondir, parce que quand on pense locomotive de manœuvre, on pense dans des zones en particulier industrielles ou portuaires ici. Et je pensais également au travail que vous menez pour interroger les acteurs, et sur l'aérien, vous pouvez également interroger les acteurs des zones, des écosystèmes aéroportuaires qui voient dans l'hydrogène un ensemble d'usages qui sont... à terme l'avion, mais avant cela, d'ores et déjà, un certain nombre de véhicules qui sont présents sur ces zones aéroportuaires. Donc on voit que dans les zones industrielles ou portuaires, les bases logistiques et les zones aéroportuaires, ça constitue autant d'écosystèmes territoriaux qui rassemblent une multitude d'usages pour lesquels l'hydrogène constitue, enfin, vu de manière globale, c'est-à-dire production pour l'ensemble de ces usages mutualisés, trouve complètement son sens. Oui, sur ce point, on a bien le sujet à l'esprit, je vous rassure. Mais il y a un autre point qui est quand même un point réglementaire et de conciliation des règles qui sont celles aujourd'hui liées au kérosène et puis potentiellement à l'hydrogène sur les aéroports. C'est pas un sujet qui est encore bien documenté. Ça commence à l'être, voilà. Mais bon, ça fait partie des points. En tout cas, merci de l'avoir signalé. Voilà. Pour ce qui me concerne, en tout cas, je souhaite vous remercier. On vous a posé énormément de questions de manière très interactive et directe, et je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Merci. Oui, effectivement, j'ai peut-être encore une dernière question purement technique, mais
Moi, je cherche à faire en sorte que demain, on puisse être moins dépendant du reste du monde et moins vulnérable en matière d'approvisionnement énergétique. Et je me dis que quand je prends ma voiture, et c'est une réflexion que me faisait Jean-Martin Foltz il y a quelques années quand il était président de PSA, et il me disait, tu vois, une voiture qui va faire 100 km, elle va consommer 6 à 7 litres de carburant fossile avec un moteur thermique. Eh bien, si on embarquait dans la voiture une pile à combustible qui, elle, permettrait de satisfaire les besoins électriques hors déplacement, on pourrait économiser 3 à 4 litres de consommation du véhicule aux 100 km à l'époque, enfin, ou peut-être 2 litres, ou peut-être, enfin bon, mais une vraie diminution. Est-ce qu'on peut envisager ça? Parce que dans le fond, ça permettrait de planifier plus largement sur tous les véhicules et de faire une décarbonation peut-être plus répandue, plus vaste et plus efficace. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable d'avoir ce mixte énergétique avec l'hydrogène? Et question que je vous renvoie, pourquoi il ne parlait pas de batterie à ce moment-là? Parce qu'on produisait sa propre énergie avec une pile à combustible. Ah oui, mais vous embarquez, effectivement, vous embarquez quand même oui, vous embarquez un oui, d'accord. Vous ne faites pas l'hydrogène de façon exogène par l'électricité, mais vous utilisez un carburant. Mais vous avez sûrement encore... Enfin, ça doit forcément rejeter du carbone. Enfin, vous avez sûrement une économie, mais vous rejetez forcément du carbone. Bien. Eh bien, écoutez, vous me posez une autre question? Messieurs nos collaborateurs, vous voulez poser des questions? Non? Oui, bien, écoutez, nous allons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, vous remercier de votre disponibilité et puis de cet échange qui s'est fait tout à fait simplement, en tout cas à notre niveau. Oui. Je vous remercie également pour la qualité des questions et l'échange. Si je peux permettre quelques mots en conclusion, c'est premièrement, l'hydrogène ne fera pas tout, mais on est convaincu, vous allez me dire, de la part des représentants de la filière hydrogène, vous n'allez pas attendre moins, mais sans l'hydrogène, on ne réussira pas la transition écologique. Et donc, ce n'est pas en mettre partout. La plupart des modèles donnent 15% de la consommation finale d'énergie. 15%. Entre 10 et 20%, ça va dépendre des pays, 15%. Il y aura entre 50 et 60% d'électricité, 15% d'hydrogène et le reste avec de la chaleur renouvelable et avec des gaz renouvelables comme le biométhane. Deuxièmement, je crois qu'il faut se garder de tout dogmatisme et regarder les cas d'usage. J'insiste là-dessus, les cas d'usage. Il y a une complémentarité des solutions, c'est-à-dire la batterie est complémentaire de l'hydrogène et vice-versa, donc une complémentarité. Regardez les temporalités. Je citais tout à l'heure le cas de RTE ou de Enedis, les durées de raccordement, les durées pour faire les projets, ça n'arrive pas comme ça. Enfin, donc bien regarder les temporalités. L'hydrogène, c'est maintenant. Donc les autres pays avancent. Il y a 50 pays dans le monde qui ont une stratégie hydrogène ou une feuille de route. Et il y en a 40 autres qui sont en train de préparer leur feuille de route ou leur stratégie. Donc peut-être qu'on se trompe, mais on n'est vraiment pas les seuls à se tromper. Hein. Donc il faut vraiment y aller. Les autres avancent. L'intérêt, je reviens sur le débat mobilité-industrie. L'intérêt de la mobilité, ce sont des projets de taille plus modeste qui peuvent être développés maintenant. L'industrie, ça va être des gros projets, donc ça va demander plus de temps. Toujours la question des temporalités. Donc là, on peut démarrer tout de suite. Et ça donnera également des vitrines également à nos champions, là, Stellantis et Renault, pour éventuellement exporter. Parce que donc c'est aussi une contribution au commerce extérieur. Donc, c'est possible maintenant, et les feuilles de route, que ce soit celles de l'aérien que vous connaissez ou du maritime, ils ont absolument l'hydrogène ou des carburants de synthèse dans leurs feuilles de route. En plus de la sobriété, je vais indiquer ça dans la conclusion pour que ce soit bien dit. On est évidemment pour la sobriété, évidemment. Enfin, je dirais, si on ne fait que l'industrie, bien évaluer les conséquences de ne pas faire dans la mobilité.
Et je reviens à mon point précédent, c'est-à-dire des possibilités d'export qu'on n'aura pas, des possibilités de développement de nos champions qu'on n'aura pas. Et j'irai jusqu'à dire à quoi bon avoir financé des gigafactories de réservoirs de piles à combustible si on ne va pas jusqu'au bout. C'était même pas la peine de financer ces champions. Je vous remercie. Merci à vous et bon retour. Merci beaucoup. Merci.